Bonjour Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui dans le 16-17, Yves, de quoi allez-vous nous parler ? Eh bien Nicolas, je reçois Roy Moussali. Il va nous aider à prendre conscience que le marginalisé, on peut le voir comme un agent d'unité. Maronite d'origine syrienne, il est libano-syrien, il est engagé dans le développement social et humanitaire. Il va nous aider à voir la justice restauratrice comme cadeau pour la société. Maronite d'origine syrienne, vous êtes libano-syrien, engagé dans le développement social et humanitaire. On va parler aujourd'hui avec vous plus spécifiquement de justice restauratrice ou réparatrice au Moyen-Orient particulier. Je suis heureux de vous accueillir. Bonjour Monsieur Moussali. Bonjour Thibault. Vous allez nous aider à prendre conscience peut-être de voir la personne marginalisée comme un agent d'unité. Alors, vous êtes aussi directeur régional de la Fraternité internationale des prisons, Oui. qui accompagne donc les détenus, mais aussi les familles des prisonniers depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et votre parcours professionnel, c'est d'abord celui d'un ingénieur. Tout à fait. Vous avez aussi un aspect de marketing et de management. Moi, j'ai envie de vous demander d'abord cette première question, mais quel bouleversement vous a fait quitter une situation qui probablement était assez confortable dans cette formation pour vous engager dans cette recherche du bien commun? Est-ce que, parce que c'est sans doute aussi ce que vous allez évoquer avec nous, l'aspect de votre foi, est-ce que on peut parler d'une conversion, d'un bouleversement spirituel? En fait, je n'appellerais pas ça un bouleversement spirituel parce que ça a commencé déjà avec mon jeune âge. À la maison, j'ai été formé dans une famille chrétienne. Mais ensuite, comme tout jeune de ma génération, il y a eu une petite révolution et j'ai pris mon chemin. Mais c'est ensuite à l'université. J'ai été à l'université américaine de Beyrouth où il y avait plein de défis au point de vue philosophique, religieux. Donc, on se posait beaucoup de problèmes sur la question de foi. Et le thème, le motto de l'université américaine, c'est je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Donc, c'est Jean 10. Donc, je me posais toujours cette question, c'était quoi cette vie en abondance? Et ensuite, j'ai découvert que vraiment la vie en abondance, c'était de suivre Jésus là où il me menait. Donc, j'ai commencé avec mes études de génie, mais dès mon jeune âge, à l'université, avec des jeunes universitaires, on a commencé un peu une recherche d'approfondissement de notre foi, découvrir c'était quoi notre foi, et ensuite, à travers des études bibliques, évangéliques, de découvrir un peu qu'est-ce qu'on était en train de... Quel était notre appel en tant que jeune personne? La vocation profonde, l'appel de Dieu. C'est quoi notre vocation profonde, l'appel de Dieu? Je suis syrien et je dois faire mon service militaire. Donc, tous les jeunes chrétiens de bonne famille, en général, ce qu'ils faisaient, c'était quitter la région et émigrer au Canada, aux États-Unis, en Australie, là où il faisait bon de vivre. J'ai senti ensuite que mon appel, c'était vraiment de revenir à Damas, en Syrie, la terre de mes ancêtres, et de dire que c'était un pays qui était fermé et qui avait besoin de personnes qui pouvaient témoigner de l'amour de Dieu. Donc je suis revenu faire mon service militaire et ensuite voir là où Dieu m'appelait à être. Donc c'était un peu mon chemin. J'ai commencé à travailler dans le côté de génie, mais toujours en train de travailler avec les jeunes au niveau formation, au niveau accompagnement. Donc c'était vraiment ce que je faisais à Damas. Et dans un pays où les chrétiens étaient et sont encore minoritaires. Très minoritaires, vraiment. Comment avez-vous vécu cette situation de minorité, mais de vous mettre quand même au service de la population? En fait, c'est une minorité, mais traditionnellement, depuis le temps de Paul et d'Ananie, les gens vivaient ensemble plutôt en harmonie. Donc, il y a une façon d'accepter l'autre, le différent, qui, dans les pays du Levant, Liban, Syrie, Palestine, était beaucoup plus ouverte que, par exemple, dans d'autres pays de la région comme l'Égypte ou bien dans le Golfe. Donc, dans nos pays, il y avait une harmonie de vivre ensemble qui était
où on découvrait un peu la richesse de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais c'était toujours un challenge entre comment se nourrir ensemble et comment être ouvrir à l'autre, ne pas avoir peur de l'autre. Ah oui, de la vie communautaire. De la vie communautaire et de vivre ensemble, côtoyer des personnes qui n'étaient pas chrétiens. Donc chez nous, comme groupe minoritaire, il y a toujours tendance à se refermer sur soi, à ériger des clivages. Et à ériger des murs qui nous protègent, mais ensuite qui nous séparent de l'autre. Donc c'était toujours un challenge d'aider, pour moi et aussi avec les gens avec qui je travaillais, de voir comment cet appel vers l'autre pouvait faire tomber ces murs de protection. En fait, c'était à peu près tout le travail qu'on faisait dans notre région à Damas et dans tout le pays en Syrie. Merci, parce que ça nous permet donc de prendre conscience de la genèse de votre appel. Très vite, vous êtes confronté et sensibilisé particulièrement à la souffrance des jeunes aussi, et de l'handicap. J'aimerais vous partager cette citation d'une maman syrienne qui exprimait « La souffrance marginalise et on subit ». Est-ce que pour vous, les marginaux vous mènent à Dieu ? Comme dirait le pape François, lui qui parle généralement de périphérie, vous vous sentez vraiment rejoint par ceux que vous appelez ou ceux que la société appelle les marginaux, c'est-à-dire les personnes plus exclues, plus pauvres, plus porteuses de handicap? Tout à fait. Je pense que l'appel de la personne avec un handicap, je l'ai découverte un peu par hasard. J'ai toujours eu une réaction de c'est pas mon truc et je veux pas être proche de l'handicap. C'était pas quelque chose pour moi qui était facile à confronter. Mais en fin de compte, à cause d'un appel, j'ai dû accompagner une personne en situation de handicap qui était dans mon quartier et qui ne pouvait pas rejoindre la communauté Foi Lumière parce qu'il n'y avait pas assez d'amis. Donc on m'a demandé si c'était possible d'accompagner cette personne pendant quelques semaines, quelques mois, le temps de trouver un ami qui pouvait accompagner cette personne. En fait, j'ai découvert à travers la communauté et avec mon amitié qui s'est développée avec Aïssa, qui s'appelle Aïssa, qui est le nom de Jésus en arabe en fait. Donc j'ai découvert que c'était lui qui m'appelait à découvrir qui Jésus était. Donc je pensais connaître bien Jésus, mais à travers une personne avec un handicap, il pouvait voir Jésus dans des situations, dans des personnes qui étaient très difficiles pour moi de saisir. Donc c'était vraiment une nouvelle découverte, une nouvelle conversion pour moi, qu'à travers la personne avec un handicap, la personne faible, fragilisée, et il y avait tout un chemin de découverte à faire pour moi et de façon communautaire aussi à travers les communautés Foi Lumière. Donc c'est principalement comme ça que j'ai commencé plutôt à être captivé, attiré par les personnes en souffrance. Donc les personnes avec un handicap, mais les jeunes en souffrance, les jeunes délinquants. Et ensuite c'est comme ça que j'ai venu avec les prisonniers et tout ce monde de crimes. Justement, nous allons aborder tout cet aspect qui est important pour vous et votre engagement au quotidien, puisque ça fait plusieurs années maintenant, plusieurs dizaines d'années que vous êtes membre de cette fraternité internationale des prisons, donc pour aider les détenus à découvrir Dieu, mais voir aussi autrement le chemin de la réinsertion. Parce que ça passe par une justice restauratrice. Vous êtes engagé dans le développement de ce contexte, en tout cas au Moyen-Orient. Est-ce que voilà la clé de la réinsertion, c'est la justice restauratrice? En fait, c'est comme ça qu'on voit la solution. En général, dans notre système, dans tous les systèmes, dans la plupart des pays, c'est la justice criminelle qui prévoit. Donc, on suit la justice criminelle. Quelqu'un a commis un délit, un crime, et on dit au nom du peuple, il a été, jugé. Oui. Et ensuite, il sert son jugement dans une prison. On l'éloigne de la société pour qu'il puisse passer ses années de jugement. C'est ça. Donc, en fin de compte, on fait ce jugement au nom du peuple. Ça, c'est venu assez récemment, dans les 200-300 ans qui nous ont précédés. Dans une conception moderne de l'État vis-à-vis du crime.
Alors qu'avant, c'était la communauté qui se mettait ensemble pour voir quel jugement donner à la personne et quelle réparation demander aux criminels. Donc, à cause des excès de chaque communauté, Oui. l'État a voulu prendre les choses en main et bien faire. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est dire au nom du peuple, on juge. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a écarté la communauté de tout ce processus. Donc, la réinsertion dans la société, à travers cette communauté, a été cassée. Donc, la personne a été éloignée de la communauté. La communauté est loin de tout ce processus. Et la victime de ce crime ou bien du délit est aussi victime du processus. Et pourquoi? Parce que on ne demande jamais à la victime de quoi elle a besoin, comment elle vit ce crime, quelle réparation elle doit avoir, quel chemin de healing, de redressement, enfin de redressement, ou bien de, comment on dit, de relèvement. Healing, c'est en tout cas de pouvoir faire face et de construire un après. Un après, et ensuite d'être quand on est blessé, il faut la demande du pardon et puis la résilience. Oui, il y a résilience, il y a une blessure qui doit être traitée. Donc cette blessure n'est jamais traitée, il n'y a jamais de soins. Voilà. Alors, la communauté n'est pas là. La victime est victime un peu du processus parce qu'il faut lui demander de témoigner de façon un peu violente dans des situations qui ne sont pas accueillantes. Et elle est victime du processus et c'est pas elle qui est la personne qui va... Enfin, le résultat du jugement n'est jamais pour réparer la victime. S'il y a réparation, c'est juste une réparation matérielle. Oui. Donc, tout ce chemin du offender, la personne qui a fait le crime, et la victime, les deux personnes ne sont jamais prises en compte. Il faut faire compte à l'État de ce qui a été fait. Donc, pour la justice restaurative, c'est un peu amener les éléments, tous les éléments qui peuvent participer dans ce processus, que ce soit les institutions ou bien que ce soit la famille, la communauté, de la personne qui a fait le crime ou bien des victimes, que ce soit la victime, la famille de la victime, la famille du perpétrateur et la communauté autour. Donc, c'est comment les amener à retisser le lien. À retisser le lien. Oui. To heal, donc pour guérir en fait, un peu les relations qui ont été cassées, brisées par ce qui a été fait. Donc, il y a une question de réparer les liens, guérir, mais aussi il faut réparer. Donc, c'est pas seulement dire je t'aime, tu m'aimes et on oublie ce qui a été passé, ce qui s'est fait. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une responsabilité, une responsabilisation qui doit se faire. Oui. Et si la personne qui a fait le crime n'est pas dans ce chemin de responsabilité, il ne prend pas responsabilité de ce qu'il a fait, il ne va jamais y avoir de... Donc la justice restaurative, c'est un peu tout ce chemin, avec toutes les personnes qui sont concernées, pour aller vers une relation, pour restaurer les relations qui ont été cassées. Et justement, très concrètement, ça se passe comment? Est-ce que vous faites appel à un médiateur, qu'il vient alors se mettre au milieu des parties, justement, entre le criminel et la victime, pour essayer que les deux puissent entendre et en même temps partager leur version de ce qui a été commis? Donc en fait, dans ce système, il y a beaucoup d'approches et il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour répondre à cette approche. Nous, ce qu'on est en train de faire à la Fraternité internationale des prisons, donc il y a un côté médiation qui se met en place. Il y a aussi un côté de suivi, ce qu'on appelle les cercles Circles of Support and Accountability, les cercles de support, et où on aide la personne à être comptable. Donc, quand la personne revient dans la communauté, c'est ce qu'on l'aide à faire. On crée un cercle autour de cette personne. Mais en termes pratiques, ce qui se passe à l'intérieur de prison, on a pris le modèle de la rencontre de Jésus avec Zachée. Ah oui. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme de Sycamore Tree, l'arbre du sycomore. Oui, de Zachée qui se cache dans cet arbre pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Et Jésus s'invite chez lui. Il s'invite chez lui. Mais ensuite, c'est Zachée qui propose de rendre à ses victimes le double
et en plus de donner d'autres choses. Oui. Donc, cette question de demander, d'accepter de porter de la responsabilité et d'accepter de faire des réparations, c'est un peu le programme autour duquel on a bâti ce qu'on appelle le projet de l'arbre de sycomore. D'accord. Donc, on a monté un programme de 8 sessions où on commence d'abord à expliquer c'est quoi la justice restaurative ou bien restauratrice. Oui. Et ensuite, on parle du crime et des effets du crime. Donc, Qui peut être de différentes natures, hein, le meurtre, le vol, la médiation peut s'installer dans n'importe quelle offense ou tout à fait, ça peut être des délits très petits ou bien des crimes très graves. Oui. Et on a vu que ça marche un peu à tous les niveaux. Donc, les gens se rendent compte c'est quoi le crime et les effets du crime. Donc, c'est comme quand on jette un petit caillou dans une petite mare. Oui. Donc, là où le caillou tombe, il y a un impact, mais ensuite on voit, ça se propage. Et on voit tout l'impact qui se fait sur toute la société, toute la communauté. C'est pas seulement la victime qui a été victimisée. Oui. Donc on se rend compte c'est quoi le crime, et ensuite comment commencer à prendre conscience de notre responsabilité. D'abord, les prisonniers disent, nous on a été victimes de l'abus de notre père, de notre mère, de la société, du système, etc. C'est très facile de dire, c'est nous les victimes, c'est pas l'autre la victime. Petit à petit, ils se rendent compte que c'est vrai qu'on est victime, mais aussi on a victimisé. Donc on a été... C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de notre souffrance, qu'est-ce qu'on fait de notre passé pour pouvoir s'impliquer et être responsable dans la société. Voilà. Donc ça prend un peu de temps. Avec certaines personnes, c'est très rapide. Avec d'autres, ça prend un peu plus de temps. Et ensuite, on vient... à partir de cette réalisation qu'on est responsable, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a pas mal de témoignages qui se font. Dans chaque session, on a des vidéos, donc des gens qui donnent leurs témoignages, des victimes, des gens qui ont perpétré des délits ou bien des offenses. Chacun donne son témoignage sur le thème qu'on est en train de discuter. D'accord. Oui. Et à la 4e session, il y a une personne en chair et en os qui a été victime d'un crime qui vient et qui partage un peu quel a été l'impact du crime sur sa vie. Et voilà. Donc les gens commencent à se rendre compte, les prisonniers commencent à se rendre compte, c'est pas ce qu'on pensait. C'est bien au-delà de ce qu'on pense. Ça affecte toute la vie. C'est pas seulement bien sûr. Un truc qui s'appelle... Même si, par exemple, je donne un petit exemple. Une femme de ménage ou bien une maman à qui on a volé un petit seau qu'elle a laissé à la porte. Un seau, ça ne vaut rien. Mais juste le fait que le seau a été volé, c'est tout un sentiment d'insécurité. D'injustice. Et d'injustice qui se propage d'elle à sa famille, à ses enfants. Donc il y a beaucoup d'impact ensuite sur tout. Oui, qui sont... Alors une fois qu'il y a eu ce témoignage, les sessions d'après, c'est quoi faire pour réparer. Même si c'est une réparation symbolique. Écrire une lettre, envoyer quelque chose. Donc c'est quelque chose qui se fait. Et ensuite les gens apprennent à comment bâtir un peu la paix, être des agents de paix dans leur entourage. Donc ça peut commencer à la prison et ensuite ça peut continuer dans leur entourage. Et on termine tout ça par une grande célébration de tout ce qui a été vécu et... célébration de renouveau, en fait. Et ça se passe avec la communauté, avec la victime aussi. Pas la victime du crime même, mais de la victime qui est venue témoigner. Donc il y a tout le monde qui est autour et on célèbre un peu le retour du fils prodigue, en fait. C'est plutôt le retour du fils, tout à fait. Mais alors, justement, parce que vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais je voulais vous demander, parce que vous qui faites aussi cette expérience de Dieu à travers cela, qu'est-ce que ça dit de la justice chrétienne? Aujourd'hui, pas de justice sans amour, pas d'amour sans justice. Comment est-ce que vous faites alors l'expérience? Qu'est-ce que ça peut nous dire de Dieu, en fait, cette forme de justice-là? En fait, la justice restauratrice, comme on l'appelle, est exactement pour nous la justice biblique. Donc, mais disons, dans le système pénal, il faut trouver aussi des vocabulaires, des mots que les gens peuvent comprendre. Mais c'est exactement un peu notre justice biblique. Donc, c'est le pardon qui vient du fait on partage, on dit qu'on a été des pécheurs, on a fait du mal à nous-mêmes, aux autres,
Et ensuite, on demande le pardon de Dieu, on demande le pardon de nos frères et la sœurs. communauté. Donc, c'est exactement la même chose. Mais si on veut traduire ça dans le système pénal, on va dans ce qu'on appelle la justice restaurative. Et il y a beaucoup de balance à faire entre un amour inconditionnel et aussi une démarche de pardon et de responsabilité. De responsabilité et ensuite de réconciliation. Si on peut arriver à une réconciliation, quand c'est possible, c'est idéal. Donc, demander le pardon, mais ensuite, si on peut arriver à une réconciliation, c'est l'idéal. Et après notre programme, les gens continuent. Donc, ils peuvent contacter la victime même et proposer de faire des réparations, des dédommagements. La victime peut être ouverte ou bien pas. Ça, c'est un autre programme plutôt de médiation qu'on fait. De suivi, alors, sur le long terme. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait en termes pratiques. Et c'est un projet qu'on est en train de mettre en pratique à travers le passage de Saint-Luc sur Jésus et Zachée. Mais puisqu'on a aussi des termes de justice restaurative, on le fait aussi avec des personnes qui ne sont pas chrétiens. Ben voilà. Donc, dans notre région, des musulmans qui participent. C'est ça, et des institutions laïques. J'allais justement vous poser cette question parce que comme cette fraternité est présente dans 117 pays, mais très présent en Afrique, dans les pays du Moyen-Orient, avec des pays donc aussi à majorité de population musulmane, qu'est-ce que ça dit aussi dans cette notion de justice restauratrice? Comment elle se conçoit dans ces différentes convictions? Quel est l'ingrédient de réussite de cette collaboration avec des mouvements laïques ou interreligieux? Oui. En fait, l'expérience humaine est la même. Universelle. Elle est universelle. Donc, tout le monde est passé par cette souffrance du rejet, du crime, de la violence. Donc, quand on parle, tout le monde comprend parce qu'il est passé. Le problème, c'est que on n'a pas de vocabulaire qui puisse exprimer tout ça, à part le vocabulaire religieux. Donc, pour nous chrétiens, on a notre vocabulaire biblique évangélique. Spécifique, oui. Pour les autres aussi, ils ont leur vocabulaire. Alors, quand on arrive à avoir des images qui sont communes et avoir des outils que tout le monde peut utiliser et qui nous permettent de mettre des mots sur nos expériences, ça unifie tout le monde. Et ensuite, le système judiciaire au Liban, par exemple, c'est un pays au Moyen-Orient où on est en train d'agir, de développer et d'avoir ce programme. Alors, on a des participants chrétiens et musulmans. Et le système judiciaire, donc ce sont les magistrats, les juges qui ont découvert que toutes les personnes qui sont passées par ce programme sont réhabilitées au point de vue émotif, social. Se sentent valorisées et aimées, même si elles ont commis précédemment des crimes ou des offenses. Et il y a des gens qui sont prêts à reconnaître leurs crimes, à demander pardon et à dire qu'on est prêt à réparer. Donc, cette approche n'est jamais valable dans les courts, devant les magistrats. On a toujours tendance à dire il faut renier ce qu'on a fait, il ne faut pas dire, sinon on va avoir une sentence qui est aggravée. Donc, c'est toute la dynamique qui a changé. C'est ça. Et ce que les magistrats, les juges ont dit, ça c'est un programme qu'on doit accueillir, on doit sponsoriser. Et ils ont dit que toutes les personnes qui terminent le programme, elles ont droit à avoir leur crime, leur sentence diminuée. Une diminution de la peine. Il y a une diminution de la peine. Et elles peuvent revenir dans leur communauté parce que la communauté a fait partie un peu plus ou moins de ce processus avec elles. Donc toutes les personnes qui font ce programme peuvent être libérées avant la fin de leur sentence. Donc ça c'est les juges qui ont découvert tout l'impact du travail qui a été fait. Et finalement, chrétiens et musulmans. Oui, parce que finalement ici en Europe centrale, je vais parler pour quelques pays d'Europe centrale, mais on est marqué par une surpopulation carcérale. Voilà. Je vais vous donner quelques chiffres, mais en décembre 2022, en Belgique, on comptait plus de 11 000 détenus, alors que la capacité est de 9 000 places, un peu plus de 9 000 places. On parle aussi beaucoup de grèves qui sont régulières parmi les employés de la fonction
carcérale. Donc on voit vraiment qu'il y a un dysfonctionnement dans la façon de... peut-être pas d'exercer la justice, mais en tout cas d'appliquer les peines qui sont prononcées par les magistrats. Il y a aussi un taux de récidive qui est très important, puisqu'en 2018, il y a un think tank qui disait qu'il y avait près de 60% des détenus qui récidivaient. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence culturelle un peu entre le Moyen-Orient et l'Europe par rapport à cette justice restauratrice? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous pour avoir ces taux si importants de récidive, de surpopulation dans les prisons? C'est pas seulement un souci structurel, on voit vraiment qu'il y a aussi un souci peut-être d'exercer la justice. En fait, disons, le crime partout est pareil et la situation des institutions pénitentiaires sont plus ou moins... elles fonctionnent mal partout, à commencer par les États-Unis, donc qui est un très grand pays où ils ont un système pénitentiaire qui ne marche pas du tout. Donc c'est général. Et au Moyen-Orient, c'est encore pire. J'ai donné un exemple qui fonctionne bien, mais en général, on a une surpopulation qui va au double et au triple. Donc, ce n'est pas 20 ou 30% en plus. Donc, avec cette surpopulation, on a plein de problèmes à l'intérieur des prisons. Oui. De troubles aussi psychiques, enfin, santé, beaucoup de difficultés qui s'installent. Beaucoup de difficultés. Et aussi, il y a beaucoup de riots, beaucoup de grèves, beaucoup de problèmes violents qui se passent dans les prisons. Ça peut avoir, comme on a eu longtemps au Liban, des connotations politiques ou bien religieuses. Alors, ce qu'ils ont découvert aussi avec le programme qu'on a eu, c'est que toutes les personnes qui sont passées par le programme ont eu zéro de problème de récidive? Pas de comportement. Ah oui, de troubles comportementaux ou agressifs. Ils n'ont pas eu de comportement agressif. Donc, ils ont été très positifs et il n'y a pas eu de violence par rapport aux gens qui sont passés par le programme. Et ce qu'on est en train de découvrir aussi, c'est que si on a un petit noyau de personnes dans la prison qui est passé par le programme, c'est toute l'ambiance de la prison qui change. Qui change et qui est transformée en fait. Qui est transformée. Donc on dit que le tipping point, le point où ça commence à changer, si on a 20% de personnes qui ont été transformées, c'est toute l'ambiance de la prison qui est transformée, parce que ça impacte aussi les gardiens, tout le personnel carcéral aussi, il change. Et les autres personnes changent. Donc et par l'action aussi des aumôniers de prison? Il y a aussi l'action des aumôniers de prison. Donc il y a les aumôniers de prison qui font leur travail d'aumônier. Et d'accompagnement. Et aussi spirituel. ils accompagnent dans ce programme. Mais ce programme est principalement porté par des laïcs. Entièrement par des laïcs. Et une force de bénévolat importante. Il y a une force de bénévolat. Vous demandez un petit peu quelle est la force de ce mouvement pour perdurer et s'implanter comme ça dans de nombreux pays. J'ai cité tout à l'heure le chiffre de 117 pays dans lesquels la fraternité internationale des prisons est présente. Cette force, cet ingrédient qui fait fonctionner un peu tout ce mouvement, c'est la force du bénévolat, de l'engagement. C'est la force du bénévolat et de l'engagement. En Égypte, il y a à peu près 1000 bénévoles d'églises de backgrounds différents, donc que ce soit catholique, orthodoxe, évangélique ou bien anglican. Au Liban aussi, il y a des gens de backgrounds très très différents. À peu près au Liban, on a 150 ou bien 200 bénévoles. Même avec la situation économique qui est très difficile, ils doivent payer leur transport pour venir à la prison, passer quelques heures avant de pouvoir. Donc les gens sont très très engagés parce que ça les impacte aussi. Il y a un appel. Donc je voulais aussi parler de récidivisme parce que vous avez mentionné ça. Je vous en prie. Oui. On a commencé à découvrir on a fait quelques études préliminaires et dans beaucoup de pays la proportion de récidivisme est autour de 60-70%. Mais quand on va vers des programmes qu'on appelle de justice restaurative ou bien de réhabilitation, le chiffre descend au-dessous de 40, 30, 18%. Des chiffres très bas alors. Donc par ça devient à ceux que par rapport à ce qui est normal dans le système. Oui. Est-ce que vous avez un rêve, une intuition particulière pour le développement de ce mouvement, mais pas que, puisque vous êtes aussi dans le développement humanitaire et social en Syrie notamment. Oui. Est-ce que vous avez
une intuition, peut-être une intuition aussi spirituelle sur ce qui vous anime et ce qui anime tout l'engagement de votre vie? Oui. Enfin, par rapport à moi, comme étant chrétien qui a découvert la foi et l'amour de Jésus vers tout le monde, pas seulement vers les chrétiens, vers tout le monde, le fait qu'on soit un pays minoritaire ou bien une communauté minoritaire nous responsabilise vis-à-vis des autres. Nous rend créatifs aussi. Ça nous rend créatifs aussi. Donc, la vie dans les pays où il y a plusieurs religions, en général, c'est assez cloisonné. Chacun vit dans son périmètre. Le challenge vraiment est comment créer des espaces où on peut être tous ensemble pour pouvoir dialoguer, partager. Et on est en train de découvrir que c'est la personne la plus faible qui nous unit. Donc, ce sont les personnes dans une situation de handicap, leurs mamans, leurs parents, les délinquants, leurs familles. Donc là, il n'y a plus de chrétiens et musulmans, il n'y a plus de cloisonnement, il n'y a plus de dogme, il n'y a plus d'idéologie. Il y a notre expérience et notre espérance vers une vie qui nous donne un peu plus. Oui. Pour une aller vie en abondance. En abondance, pour aller vers l'abondance. Donc, comment créer ces espaces où chacun se sent à l'aise, où il se sent que cet espace, il appartient à cet espace, et où on peut partager et approfondir un peu. Ça, c'est ce qui m'anime. Donc, à partir de l'expérience de Foi Lumière, on a pu fonder des communautés avec des personnes avec un handicap, oui, chrétiens et musulmans, où on peut venir tous ensemble pour des moments de partage, de fête, de célébration, et même parfois de prière, où on prie l'un pour les autres. Et c'est un mouvement qui est en train de grandir. Maintenant, il y a en Syrie 45 communautés qui sont dans différentes parties du pays. Et c'est impressionnant. Où les gens se retrouvent pour des moments comme ça. Fraternels. Et une des mamans musulmanes qui disait, c'était pour nous impossible de comprendre comment Jésus, qui est un prophète pour nous, peut être mis sur une croix et souffrir. Et ensuite, vous dites qu'il a ressuscité, il peut donner la vie. Mais nous, avec notre expérience avec nos enfants, c'est une expérience où on a vécu la souffrance, le rejet, et on a été mis sur une croix. Oui. Et on découvre comment, avec l'aide et tout le support, comment cette personne qui est sur une croix peut donner vie à tous ceux qui sont autour d'elle. Donc, cette découverte, une résurrection personnelle intense. C'est une résurrection personnelle. Et ça, c'est les chrétiens qui le découvrent et les musulmans qui le découvrent bien, que dans notre foi chrétienne, c'est une pierre angulaire. Oui. Mais on ne le vit pas de la même façon. Donc, venir à cette découverte tous ensemble, qu'on a une même humanité, on est appelé à découvrir ensemble le don de l'autre différent, du fragile, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc, pour moi, c'est ce qui m'anime. Toutes les personnes qui sont maintenant en Syrie, en situation de fragilité à cause de la guerre, 75% des personnes sont sous le taux de la pauvreté. Donc, comment pouvoir subvenir à leurs besoins matériels, mais aussi à leurs besoins profonds, ça va ensemble. Quelle a été la rencontre la plus intense que vous ayez faite dans ce domaine de la prison, par exemple, ou des victimes que vous avez pu rencontrer dans le processus de justice restauratrice? Quelle est peut-être cette rencontre qui vous a marqué, reste gravée dans votre mémoire? Je pense que ça a été ma première rencontre avec un délinquant que j'ai accompagné pendant quelques mois et il a été rejeté par toute la famille. Donc, c'est un jeune de 16 ans. Il a été rejeté par toute sa famille. Oui. Et ensuite, on a essayé de faire une petite médiation. Le jeune a fait un chemin qui était assez intéressant, mais il avait toujours ce problème, c'est que ma famille m'a rejeté. Donc, on a fait Il y avait un sentiment d'abandon très présent chez lui. Abandon total, complet. Donc, avec pas d'espoir que ça pouvait changer. Parce qu'il avait fait du tort à son père, à sa belle-mère, à tout le monde, toute la famille. Donc, quand on a visité la famille, ensuite, on a raconté à la famille quel était le chemin qu'il avait fait. Ils étaient un peu intéressés.
incrédules. Ils disaient qu'il ne va pas changer, ils ne croyaient pas. Mais ils ont dit qu'on fasse un peu ce qu'on doit faire. Et ils ont senti aussi qu'il y avait toute une équipe qui était très intéressante autour d'eux. Ah oui. Donc, c'était cette équipe d'accompagnement vers la médiation. Vers la médiation. Alors, Donc, ils ont été attirés par ce qui se passait. Et ils ont été visiter ce jeune. Après la visite, il était aux anges. Il sautait un peu partout en disant que mon papa m'a visité, il m'a reconnu et c'est ce que je voulais. Enfin, il ne voulait rien d'autre que son père le reconnaisse et reconnaisse que lui, c'est son fils. Ensuite, éventuellement, il y a eu un retour à la famille. Un chemin d'unité, oui, une transformation en fait. Mais c'est vraiment le sentiment d'abandon des personnes en prison qui est vraiment, si on ne fait rien, on est en train de perdre des vies. Et les victimes, c'est de laisser pareil. pour compte en fait des personnes qui se sentiront davantage marginalisées. Voilà, tout à fait. Oui. Roy Moussalich, on va vous remercier pour ce partage d'abord de votre expérience, de votre foi aussi, de ces témoignages que vous racontez dans ce processus de justice restauratrice que vous mettez en place à travers ce mouvement de la fraternité internationale des prisons, présent donc dans près d'une centaine de pays. Merci à vous, Roy Moussalich. Merci pour votre intérêt, merci.